Il y a une enquête de la BBC qui compte 260 morts par suicide chez les vétérans de ces combats. Ça veut dire 240 commandos qui ont participé à ces combats sont morts par suicide. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you a number for Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de l'application. Et je m'adresse aussi en particulier aux lecteurs du magazine Omerta pour leur signaler, pour ceux qui ne sont pas encore procurés, que le magazine anti-mondialiste Les Patriotes à la reconquête de l'Europe est toujours en kiosque, disponible dans 5000 points de vente en France. Voilà pour les annonces. Merci d'être fidèle à cette émission, à ce podcast Rotex. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet immense, d'un sujet vaste, qui est le soldat et la souffrance du soldat. On reçoit généralement beaucoup de militaires ici, on reçoit aussi des policiers, des gens du RAID, du GIGN. On parle assez peu finalement des traumatismes que peuvent provoquer chez eux les conflits dans lesquels ils sont engagés. Et pour cela, je reçois Patrick Clairvoy. Bonjour Patrick Clairvoy. Bonjour et merci de votre invitation. Voilà, merci. Vous êtes médecin psychiatre. Vous avez été engagé sur de nombreux théâtres d'opérations extérieures. Vous avez écrit plusieurs livres. Je signale le dernier, L'homme en guerre, psychologie du soldat. Alors, vous faites ce métier psychiatre militaire depuis près de 40 ans. Vous avez partagé la vie des soldats dans les zones de conflit. Première question, par rapport au moment où vous avez débuté votre carrière de médecin psychiatre, qu'est-ce qui a changé dans la guerre ? Ah, compliqué. Juste avant de vous répondre, j'ai été militaire pendant 40 ans, je suis retraité, ce qui me donne aujourd'hui une certaine liberté de parole et les propos que je vais tenir n'engagent que moi. Je n'ai pas toujours été psychiatre, je n'ai pas toujours été médecin. C'est-à-dire que je suis rentré dans un collège militaire d'abord, puis effectivement après j'ai fait des études de médecine et j'étais médecin généraliste auprès des forces pendant 4 ans et j'ai accompagné des forces en opération, notamment en étant médecin généraliste, c'est-à-dire vraiment le médecin de base, quoi. Puis après, j'ai passé différents concours de façon à devenir psychiatre. Et par la suite, j'ai été projeté sur des théâtres d'opération en tant que psychiatre. Voilà, donc tout ça pour dire que vous mon connaissez point de les vue, deux parties. Il a beaucoup évolué. La vie du soldat et en même temps la vie du thérapeute, quoi. Si je vais dire la première personne que j'ai vue souffrir, j'étais élève au collège militaire Saint-Cyr-l'École, et c'était mon adjudant-chef, occasionnellement qu'on voyait en larmes. Et quand nous, jeunes élèves, on disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» pour que cet adjudant-chef, ma foi, il avait fait une belle carrière, il était au sommet de son grade, il avait plein de décorations. Et en fait, on nous répondait à côté « C'est l'Algérie ». Et donc, je dois dire que quand je suis rentré dans l'armée, cette armée vivait encore sur la douleur de ce qu'avaient été les opérations en Algérie. Ma toute première mission, quand j'ai été projeté en Centrafrique, c'était le tout début. J'étais en opération quand on a déclenché Épervier. Voilà. Et donc, c'était ces guerres dans lesquelles la France assistait certains États pour maintenir une souveraineté. En l'occurrence, c'était le Tchad qui était agressé par les forces qui venaient ou soutenues par la Libye. Voilà, pour dire les choses simplement. Après, le deuxième conflit important dans lequel j'étais engagé, tout a changé. Parce que là, c'est comme casque bleu, puis comme force de l'OTAN que nous avons été engagés. C'est l'ex-Yougoslavie. Alors là, très difficile à comprendre. Parce que c'est pas un adversaire. C'est 3 peuples qui se détestent. Et au milieu desquels j'ai pu observer une population en grande souffrance. Puis après ça, les conflits suivants, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire c'est l'Afghanistan. J'ai fait toute une saison en Afghanistan. L'été
2011. C'est celui où les forces de l'OTAN ont perdu le plus d'hommes. L'avantage que m'a offert cette observation, c'est que, comme j'avais déjà un grade assez élevé, j'ai eu accès à beaucoup de salles d'état-major, salles d'opération. J'ai vu une guerre qui avait là encore changé. L'arrivée de l'informatique. Le théâtre de guerre, tout était sur des écrans. On avait du live, quoi. On voyait tout ça. Puis après, ça a été le Mali. Et je vais vous dire que le Mali, je suis revenu en Afrique plusieurs années après avoir été en République centrafricaine. Et ma déception, c'est que on ne voit plus la guerre qu'à travers un casque lourd, un gilet pare-balles, des véhicules blindés, et que j'avais perdu, ce que j'avais beaucoup apprécié lors de ma toute première mission, c'est le contact avec la population. Rien n'est plus soutenant pour un militaire en opération que d'avoir une population qui vous dit merci, qui vous soutient, qui vous encourage. Et j'ai le souvenir de ces moments-là, qui sont très précieux. Quand vous étiez... vous voulez dire que l'armée, dans le type d'opération qu'elle a conduit, s'est détachée peu à peu du contact avec la population. On a été obligé de se protéger de la population. En raison C'est-à-dire que la présence des IED, des embuscades, mais toute formes de première mission... guérilla dans lesquelles l'ennemi se trouvait dans la population. Ma toute première mission, qui date 1985, République centrafricaine, c'est là que je vous ai dit qu'on avait déclenché l'opération Épervier. On avait déjà des alertes qu'il fallait être prudent parce que, notamment, il y avait déjà du djihadisme en République centrafricaine et il y avait le risque que des Français soient enlevés pour demander des rançons. Mais on allait, je veux dire, on avait juste une arme de poing pour nous protéger et on l'avait parce que c'était réglementaire. Mais on arrivait avec nos médicaments, la population nous amenait des enfants, la population parlait français, et on avait vraiment l'impression qu'on faisait œuvre utile de santé publique dans ce pays. Et après, une femme avec un enfant, eh ben, ça peut être un piège, ça peut être d'abord une femme. Par exemple, en Afghanistan, une femme, c'est voilée. Et sous le voile, moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a peut-être une femme, mais il y a peut-être un taliban avec une ceinture d'explosifs. Et il y avait un tel niveau de menace que finalement, ces guerres asymétriques, ces guerres contre le terrorisme, nous ont progressivement coupé du contact avec la population. Ce qui est dommage. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il se trouve que j'étais en Afghanistan quand il y a eu l'attentat de Joybar. Qu'est-ce que c'était que cet attentat Et je vais vous dire tout de suite dans quel état d'esprit j'ai trouvé les forces militaires de la base de Tagab auprès desquelles j'ai été dépêché à ce moment-là. Donc, le processus était le suivant. Il fallait aider une population à passer d'une économie de guerre à une économie de paix. Et donc, on avait mis en place un container frigorifique. C'est pas grand-chose pour nous, mais c'était beaucoup pour eux, puisque ça leur permettait de préserver les produits de leur culture, et ce faisant, de passer à une économie de paix. Eh bien, on leur remet le container frigorifique. Ce sont nos forces spéciales qui ont sécurisé le site. Il y a une choura, etc. Et voilà le témoignage d'un des membres des forces spéciales que j'ai pris en charge. Puis ils disent, le procédure, c'est fini. Ils commencent à se désengager et tout d'un coup, plus personne. Plus personne. Ça veut dire, bon, ils savent qu'ils sont explosés. Dans la minute qui a suivi, le cycliste, le Human Bomb en moto s'est fait exploser au milieu d'eux, 5 morts. Des blessés gravissimes, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Et l'idée, c'est que cette population savait. Donc on offre quelque chose à cette population, de la même manière des médecins offraient des campagnes de vaccination, etc. Et en même temps, la trahison, le double jeu, la duplicité. Je vous donne un autre exemple. Le but des militaires en Afghanistan, c'était d'arrêter des terroristes, des djihadistes, et on les remettait à l'armée afghane. Et les armes étaient saisies, on enregistrait le numéro, et avec ces armes, on équipait l'armée afghane. Eh bien, 1 an plus tard, on récupère des terroristes, on reprend des armes, les mêmes. Voilà. Ouais. C'est quand j'étais en Afghanistan, il y a eu une super évasion à Kandahar, où en une nuit, enfin c'est plusieurs heures quand même, il y a plus de 600 djihadistes qui se sont enfuis. Bon, ça se voit, ça se prépare. Et c'est une année de travail des forces de l'OTAN pour stabiliser
le régime en place en Afghanistan. Qui disparaît parce que les qui individus... disparaît. Et donc, il y a et l'une des souffrances des vétérans, que j'entends encore aujourd'hui, c'est à quoi a servi l'effort que l'on a fait, à quoi ont servi ces morts, puisque donc nous, en France, on a eu plusieurs dizaines de morts dans ces opérations, quoi que dise Donald Trump, qui minimise leur... qui décrit comme négligeable ce qu'a été l'effort des forces de la coalition à ce moment-là. Puis tous ces blessés, moi les blessés, je les ai vus sur place, je les ai accompagnés ensuite. Et donc finalement, vous savez, quand un homme s'engage, moi, dans mes dernières parties de ma carrière militaire, la plupart des engagés, notamment comme j'ai beaucoup travaillé avec les forces de l'OTAN, beaucoup d'engagés, notamment américains, c'est après le 11 septembre. C'est après le 11 septembre 2001, les 2 tours qui s'effondrent, une Amérique traumatisée, et ce qui est beau à voir, une jeunesse se lève et se mobilise pour dire nous allons combattre pour que cela ne se reproduise pas. Voilà, pour offrir à nos familles la sécurité dont elles ont besoin. Et finalement, ils vont en Afghanistan, les forces américaines ont perdu beaucoup d'hommes en Afghanistan. Et finalement, aujourd'hui, qui est en Afghanistan ? Les talibans. Les talibans. Grâce à qui ? Qui a donné l'Afghanistan aux talibans ? Les Américains. Les Américains, voilà. Et on se dit, mais mon Dieu... On les combat 20 ans avant et on leur redonne les clés. On croyait... Voilà ce que pourraient dire les militaires. Je ne suis pas leur porte-parole, mais j'ai le droit de parler, puisque j'y étais aussi. Voilà ce que disent les militaires. Mon Dieu, on est parti pour lutter contre le mal, si je puis dire, ou les forces du mal. Ma foi, quand je suis arrivé en Afghanistan, les talibans avaient empoisonné les étudiantes de l'université de Kaboul. Des bus scolaires qui amenaient des jeunes filles à l'école avaient été prises sous l'assaut des talibans pour tuer ces élèves, dissuader la femme d'accéder à la culture. Et l'un des efforts, à l'époque, je me souviens, parce que Hillary Clinton, qui n'était que l'époux, à l'époque, qui n'avait été que l'épouse d'un président américain, voilà. Qui n'était pas une femme politique. Voilà. Mais elle avait animé toute une mission pour que la femme afghane puisse avoir accès au moins à la culture et à l'autonomie. Et donc je me souviens, les femmes afghanes, dans le cadre de ce mouvement animé par Hillary Clinton, les femmes afghanes pouvaient remettre leur ouvrage, tricot, couture, tout ce que vous voulez, voilà, remettre leur ouvrage, le vendre. Alors, c'est nous qui les achetions pour amener des souvenirs en France, soyons clairs aussi. Mais ce produit, l'argent, ces femmes venaient directement vendre leur ouvrage et l'argent leur était donné, c'est-à-dire leur donner accès à l'échange social, etc. Aujourd'hui, cherchez plus, il n'y en a plus une. J'ai une question sur la question des traumatismes. En 1916, le psychologue Charles Mayer définit le shell shock comme traumatisme mental. Est-ce que ça remonte à il y a longtemps, mais est-ce qu'aujourd'hui les traumatismes sont différents ? Non, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours le cerveau. Ouais. Le cerveau c'est ça qui est le plus grave. Le cerveau pris dans des états de stress aigu. Alors, vous allez me pardonner, mais pendant 2 minutes, je vais faire un tout petit peu de physiologie. Allez-y. Quand quelqu'un est soumis à un stress intense, il a une structure à la base du cerveau qui est exactement à la distance entre mes 2 doigts. Donc la base du cerveau, une toute petite structure en forme d'amande, en grec amygdale. Et donc à pas confondre avec les amygdales de la gorge, voilà. Mais les amygdales du cerveau, c'est une petite structure très spécifique dédiée à l'alarme. C'est-à-dire que dès qu'il y a un stress aigu, l'amygdale inonde l'organisme de toute une série de messagers, notamment l'adrénaline, la noradrénaline, etc., qui vont activer toute une série de structures du corps pour que le corps, le plus tôt possible, soit adapté au combat auquel il doit faire face. Et donc, qui entoure l'amygdale, le système limbique, dans le système limbique, une structure qui est dédiée à la mémoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre cerveau enregistre de façon extrêmement précise toutes les situations où nous avons été exposés à un stress. Pourquoi ? Comme ça, si je suis réexposé à un stress, je suis à même de m'adapter le plus vite possible et d'y répondre. Et donc le traumatisme psychique de guerre, que l'on retrouve aussi dans les situations de catastrophes, d'accidents, etc., c'est l'état suivant. Le cerveau a enregistré de façon très précise des séquences
de l'alarme du stress aigu. Et le problème, c'est qu'il le réinjecte dans le quotidien des personnes, et c'est ce qu'on appelle les ekmnésies. Alors, très bien montré dans Rambo, le premier Rambo. Oui, le meilleur. Celui où il y a un seul mort. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez... Il y en a un, je crois, qui tue 61 personnes. Voilà. On s'était amusé à compter. Mais dans le tout premier Rambo, vous avez donc ce vétéran de la guerre du Vietnam, à un moment donné, et fait l'objet de la malveillance des policiers de la ville dans laquelle il essaye de... Ah, qui est agressé par un policier, enfin, qui veut lui dire de partir. Le policier fait son devoir, si vous voulez. Mais pour moi, c'est un film qui illustre très très bien la difficulté d'un vétéran de reprendre sa place dans une société civile qui ne veut pas entendre parler des guerres et des vétérans. Et donc ils disent, il est sale, on va le laver. Et donc il y a une scène, effectivement, qui est malveillante, où on le lave. Voilà. Et là, lui, il ne voit plus le policier qui le lave. Vient s'intercaler l'image du tortionnaire qu'il avait lorsqu'il était détenu au Vietnam. Et là, ça déclenche des réflexes de combat, tac, 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 il s'évade. Et le film n'est fait que sur les aptitudes de ce combattant à survivre avec juste un couteau. Mais donc, on voit comment, en situation d'alarme, l'amygdale va stimuler le système limbique qui va vous renvoyer des images de la guerre. Et vous avez un psychiatre français qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est l'un de mes maîtres, qui s'appelait Louis Kroc. Écoutez bien cette phrase. Il parlait d'un vétéran de Dien Bien Phu, et il disait « Il peut se souvenir du champ de bataille au brin d'herbe près ». Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce que les gens vous racontent, mais des détails, le bruit, l'odeur, le son. Et finalement, le traumatisme psychique, on pourrait... Et ces états de stress post-traumatique, PTSD des Américains, Post-Traumatic Stress Disorder, finalement, on pourrait le résumer à un dysfonctionnement de la mémoire, c'est-à-dire, alors que vous êtes en temps de paix, à un moment donné, votre cerveau va vous réinjecter du souvenir de la séquence de guerre dans laquelle vous étiez dans un état d'alarme aiguë. Et ça peut être déclenché, par exemple, par une rue qui ressemble... Un claquement de porte, des fenêtres... un coup de klaxon, un crissement de pneus, quelque chose qui vous surprend. Ouais. Et alors, je vais vous donner un exemple qui n'est pas précisément un exemple de combat, mais qui est chez un de mes vétérans qui a vécu un crash en hélicoptère en mer. Ça, c'était pendant l'ex-Yougoslavie. Et alors, ce vétéran me raconte, je me souviens, on survolait un îlot, et puis il dit ceci, alors je vous le mime maintenant. Tout d'un coup, j'ai froid, j'ai du mal à bouger, il fait noir, et j'arrive plus à respirer. Et il a un gasp, c'est-à-dire cette contraction brutale du diaphragme, du noyer. Et il fait comme ça. Pendant que je lui demande de me raconter cette séquence, il a ce gasp. Et il me raconte que, il a été blessé suite à cet accident, mais après, on l'a affecté à un poste devant un ordinateur, un poste de bureau. Et il dit, mais un claquement de porte, et tout d'un coup, il dit, j'ai l'impression que la pièce est inondée, que je n'arrive plus à respirer. Et on voit bien que son cerveau, avec le stimulus qui l'alarme du claquement de porte, reproduit toutes les perceptions sensorielles de la noyade, y compris le gasp. Et vous comprenez qu'après, il n'ose plus sortir. C'est quelqu'un qui ne va pas au cinéma. 14 juillet, il déteste avec les bruits des pétards et des explosions. Puis finalement, il va se retirer du monde. Et le drame du vétéran, c'est celui qui est cloîtré chez lui et qui, la nuit, revit dans ses cauchemars toutes les séquences du traumatisme. Si les gens, les cinéphiles, veulent aussi imaginer ce que sont les nuits du vétéran, vous avez Né un 4 juillet, qui est le film qui a suivi Platoon de Oliver Stone, et qui montre comment un vétéran, la nuit, est harcelé par le souvenir de ses combats. Voilà, je vous ai un peu décrit le PTSD. C'est assez... Moi, j'ai fait beaucoup de sujets quand j'étais aux États-Unis sur les blessés de guerre, et j'ai accompagné beaucoup de troupes au combat en Irak, Afghanistan et dans pas mal de théâtres. Je me souviens de deux choses. D'abord, de vétérans m'expliquant qu'ils auraient préféré, il y avait beaucoup d'amputés je sais pas, il y a un hôpital peut-être que vous connaissez qui s'appelait Walter Reed, au Texas, et que j'ai visité, et il y avait plusieurs types de pathologies. L'une d'entre elles était les amputés, et un des vétérans qui était là, qui avait tous ses deux bras, ses deux jambes, mais qui paraissait normal, me disait qu'il aurait préféré perdre un bras plutôt que d'avoir ce qu'il avait dans sa tête. Oui, en sachant que celui qui a perdu un bras
il a aussi probablement aussi ça dans la tête. Hein, Bien sûr, mais en tout cas, être... ce qu'il disait, c'est que c'était pas physique, c'est ça qu'il voulait dire, mais que ce qui le hantait était insupportable et que. Alors, juste une petite transversale à votre remarque. On a pu penser, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et c'était une hypothèse de Freud, que la blessure physique protégeait de la blessure psychique. Dans les quelques cas que j'ai pris en charge, qu'on peut généraliser quand même, à partir duquel on peut tirer des généralités. Moi, je me souviens, le pilote d'hélicoptère, un autre, qui s'est crashé, multifracture d'une jambe, et il a une année complète pour récupérer sa jambe, et vite, parce qu'il était limite à devoir être amputé, et à récupérer son aptitude au vol. Eh bien, c'est quand il a récupéré son aptitude au vol que sont venus les premiers cauchemars. Ça veut dire qu'il s'est focalisé sur sa blessure psychique, il a été complètement focalisé dessus, mais dès que sa blessure physique ne l'a plus occupé, c'est le traumatisme psychique qui est venu envers son esprit. Et le problème, c'est ce qu'on appelle la blessure invisible. C'est-à-dire, vous savez, et puis on ne peut pas empêcher qu'il y ait toujours un préjugé contre les blessures psychiques. Voilà. Longtemps, on a pu penser, alors je vais vous le raconter quand même ici, parce que on a pu penser que ces blessés psychiques, c'était une faiblesse morale, voire une lâcheté. Mais ça, c'était l'attitude des militaires. Alors, c'est la culture militaire qui voulait ça. Oui, mais la culture publique aussi. Publique aussi, oui. Mais j'ai vécu un tournant, je vais vous le raconter, donc j'étais dans des commissions OTAN qui ont travaillé là-dessus, et nous avons fait des textes qui devaient servir de ce qu'on appelle des standards, STANAG. C'est-à-dire des textes qui représentent la doctrine de l'ensemble des forces de l'OTAN concernant ce sujet. Et quand nous l'avons présenté à Bruxelles, celui qui a présidé notre session à Bruxelles, qui s'appelait le général Kammaert, je donne son nom, un général hollandais, qui était le conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU, excusez du peu. Et le général Kammaert a raconté son propre PTSD. Et il était à l'époque et c'était des événements vécus en ex-Yougoslavie. Et je me suis dit, ça y est, si un général parvient à dire « j'ai eu cette blessure psychique », peut-être qu'après, les officiers vont pouvoir le raconter, puis les sous-officiers, puis les militaires du rang. Parce qu'il y avait une... Et ça a été le cas ? Oui, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Et l'autre point qui est très important, c'est un général canadien qui s'appelle Roméo Dallaire, qui a fait un livre qui s'appelle « J'ai serré la main du diable ». C'était le général qui commandait les forces de l'ONU quand il y a eu les massacres au Rwanda. Et c'est un général qui raconte qu'un jour on l'a retrouvé à moitié nu, en état d'ébriété, en train de réaliser une tentative de suicide en pleine nuit, en plein froid, au Canada. Et quand Roméo Dallaire raconte la détresse dans laquelle il a été longtemps, plusieurs mois, même quelques années, voilà. Et comment il raconte que finalement ce sont des troubles aussi qui peuvent être pris en charge par les psychiatres. Aujourd'hui, on considère les choses autrement. Je voudrais faire une petite incise sur le courage et la lâcheté. D'abord, je vous fais une petite remarque. C'est Saint-Exupéry qui a cette phrase « Jamais je ne retiendrai le courage comme étant la première valeur chez les hommes ». Voilà. Et il raconte qu'un jour, il est pris sous le feu. Vous savez, Saint-Exupéry, à un moment donné, était le responsable de la base de Cap Juby, qui était une étape pour les avions de l'aéropostale. Et quand les avions n'arrivaient pas, parce qu'ils avaient atterri dans le désert, parce qu'ils avaient eu des pannes, et pouvaient être l'objet d'attaques. Voilà. Il dit qu'à un moment donné, ils sont attaqués, et il dit, je me souviens, je me respirais bien, les bras croisés, l'impression de faire une immense bêtise, et il dit, c'est ça le courage ? Et il dit, jamais j'en ferai la première qualité. Moi, j'ai vu des gens avoir peur, et être très courageux. Et finalement, la différence entre le courage et la lâcheté, c'est le courage, c'est finalement celui qui a peur, qui sait qu'il a peur, mais ma foi... Mais c'est structurant, la peur. Il est préparé, il y a les potes, il y a les camarades, on s'est entraîné, on sait ce qu'il faut faire, on y va, on fait face. Et c'est tout le drill, tout l'entraînement des militaires. Et finalement, la lâcheté, c'est la posture de dire « je préfère ne pas y aller ». Et c'est une fois, quand on est dans cette position de lâcheté, par exemple de lâcheté aussi d'un groupe, d'un peuple entier face au risque de guerre, et c'est là qu'on s'installe la peur, parce que la peur s'installe quand on se prive de la capacité de réagir à la menace. Voilà.
Je me souviens de ces jours avec les Marines qui avaient des phrases comme la peine, c'est de la faiblesse qui quitte le corps. Pain is weakness leaving the body. Et ils appelaient les psychiatres des sorciers. Oui, ici en Donc, France. cette culture militaire, elle est quand Oui, même en très France- hostile à ce que En vous France, on peut nous appeler sorciers, mais moi j'ai entendu parler de mon métier. Oh, les psychiatres, les Ouais. psys, des sculpteurs de fumée. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais entre-temps, alors. Ça a évolué, ça ? Oui, alors, notamment Vraiment au début des années 2000, il y a eu par exemple la création des officiers environnement humain Mhm. qui étaient chargés de dépister les troubles préalables pendant que les forces étaient projetées sur le terrain. Et les officiers environnement humain, on allait leur faire des cours dans nos structures et on les recevait dans nos services de psychiatrie pour les former. Et j'ai croisé des officiers environnement humain. Mais il y a toujours un aller-retour. Mhm. Après avoir été comme ça très attentif, moi j'ai vécu le début d'un retour en disant, bon, les officiers environnement humain que j'ai formés en France, quand je les ai retrouvés en Afghanistan, ils n'ont pas été sollicités quand il y a eu des morts, quand il y a eu des attentats, comme ça je vous ai raconté. J'allais sur le terrain, je les ai trouvés. Ils disaient, oh non, mais on ne m'a pas demandé d'aller faire ce pourquoi ils avaient été formés. Il y a toujours une réticence pour la chose psychiatrique, mais en tous les cas bien moindre de ce qu'elle a été dans les années 60, dans la Deuxième Guerre mondiale et surtout la Première Guerre mondiale. Voilà. Aujourd'hui, alors, c'est pas tellement une évolution qui vient des Français. Les Américains ont eu 1 million de vétérans revenant du Vietnam avec un PTSD. Et il y a eu une deuxième vague avec tout ce qui est revenu d'Irak et d'Afghanistan. Voilà. Donc aujourd'hui, alors, il y aura toujours cet effort de dire il y a une faiblesse morale, etc. Mais il reste quand même, je pense que dans notre esprit est inscrit que ceux qui reviennent du combat ont des blessures psychiques aujourd'hui et qu'on doit en tenir compte et surtout pas les leur reprocher. Quand vous avez un soldat, par exemple, qui arrive avec des troubles qui peuvent être anciens parfois, parce qu'il y a eu il y a des accumulations, et vous parliez de la manifestation du PTSD, comment vous y prenez pour justement, vous lui faites revivre ces conditions en dialoguant avec lui? Vous essayez d'objectiver ce mal? Alors, comment ça se passe? J'ai eu la chance de pouvoir prendre plusieurs initiatives, mais je vais vous en décrire quelques-unes. L'attentat de Jean Ibard, l'un des militaires impliqués, force spéciale française. Alors, quand on dit force spéciale... Première PIMA en l'occurrence, c'était les commandos parachutistes du première CP. Première CP, ok. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle les GCP, les groupements commandos. Ouais, je sais. Ce sont les... J'ai été avec eux en Afrique. Voilà, ce sont les athlètes. Mais c'est des gens qui vous font des sauts à 4000 mètres sous oxygène, qui font de la pénétration sous voile. Enfin, tout à fait. Ce sont des cadors. J'ai eu la chance de les accompagner. Et lui, il a vu, malheureusement, je ne vais pas vous donner les scènes parce qu'elles sont vraiment terribles, mais pour donner un exemple, donc les GCP ont explosé sous l'effet de l'attentat suicide de Human Bomb qui est arrivé en moto, et que leurs gilets dans lesquels il y avait les munitions ont pris feu. Donc ces corps, est-ce qu'ils étaient morts ou pas? Mais les corps étaient secoués par les explosions des munitions qu'ils portaient. Fallait éteindre cet incendie, enfin, voilà, etc., etc. Et il avait plein d'images qui le marquaient, etc. Il a quand même perdu 5 camarades. Et les autres dans des états de blessure très gravissime. Voilà, il n'y avait pas un os qui n'était pas un membre qui n'avait pas un os cassé, quoi. Eh bien, il avait tout filmé avec, aujourd'hui, vous savez, ils ont des équipements modernes, ils ont des GoPro, etc. Et donc, en l'occurrence, on a repris séquence par séquence. Alors, on a fait ça par petites touches de 10 secondes. Ça a duré sur plusieurs jours. Et donc, je l'ai aidé à revoir ces images, à se les réapproprier. Retenons ceci, qui est un peu le principe de la psychothérapie. Plus j'arrive à mettre des mots sur des émotions, plus j'enlève la force de ces émotions à me priver de retrouver la paix, etc.
Et donc voilà, avec lui, on a fait comme ça. Et j'ai voulu le garder sur le théâtre d'opération parce que je savais que si je le rapatriais, ou je le faisais rapatrier en métropole, c'est quelqu'un qu'on avait perdu. Je pense, je ne lui ai pas enlevé sa blessure psychique, mais je pense que j'en ai pas mal atténué la portée immédiate. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, on fait aujourd'hui en France ce qu'on appelle de l'EMDR. Alors ça, c'est une technique qui a été efficace. très, très développée par les Américains. Tout à fait. Les Américains, leurs vétérans qui avaient des PTSD, c'est EMDR et équithérapie. Le soin avec la chevaux. proximité des chevaux, etc. Donc, avec de l'EMDR, j'ai pu aussi en soulager quelques-uns. J'ai des camarades photographes qui ont été blessés, qui ont utilisé le MDR. Alors, le photographe, je suis beaucoup attaché, et puis dans le livre, vous l'avez peut-être repéré, j'ai beaucoup parlé de ce photographe anglais qui notamment fait la photo du shell shock. Vous savez, ce Marines qui a un regard fixe, et il dit, j'ai pris 5 clichés, et quand il les a développés ensuite, il dit, il n'y avait aucune différence entre les clichés. L'état de stress est Don tel... McCullin. Oui, remarquable, y compris dans ses témoignages. Enfin, moi, il m'émeut beaucoup à travers la restitution qu'il donne de tout ça. Parce que le drame, je ne voudrais pas vous accabler, mais vous êtes vous aussi journaliste de guerre, mais c'est que vous vivez avec des images. Alors oui, vous nous avez ramené des images, mais nous avons la tranquillité des images sans le bruit, sans les cris, sans les odeurs, sans le stress, sans la détresse que vous voyez. Et donc aujourd'hui, vous êtes à dire dans notre monde, mais mon Dieu, ne voyez-vous pas que la guerre est partout, à nos portes, qu'elle nous menace? Là où vous voyez des gens prendre le métro tranquillement et vivre avec la tranquillité du temps de paix. Voilà. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, les neurologues s'étonnaient de ces états neurologiques des gens qui étaient pétrifiés, et ils disent, les mouches se promenaient entre les cils Ils ne bougeaient pas. sans que l'œil ne bouge. Et Ce là, que les Américains appelaient le Thousand Mile Stare, le regard de 1000 kilomètres. Oui. Les big eye, long eye. Ça se voit tout de suite quand quelqu'un souffre de ça. Et ça. là, je vais vous dire une phrase d'un neurologue. Alors, vous savez que quand les gens font des états de stress aigu, quand on fait des enregistrements électroencéphalographiques du cerveau, le cerveau qui normalement a des toutes petites ondes alpha, comme ça, les ondes d'éveil alpha, tout d'un coup, il se fait à faire des ondes amples, qu'on appelle des ondes delta. Et je me souviens d'un neurologue qui disait, ah bah celui-là, il fait du delta dans son hippocampe. C'est-à-dire que toutes les structures cérébrales liées au stress sont en train de cramer. Voilà. Et donc, celui qui a ces états de neurologiques, on sait que quand il est à ce moment-là, il fait du delta dans son hippocampe. Donc lui, il est en train de se constituer sa blessure psychique. Parce qu'évidemment, la blessure est invisible, elle ne saigne pas, mais aussi aujourd'hui, observer où se produit la signature dans le cerveau. Autre aspect, le sentiment de culpabilité. Je vous donne un exemple d'un soldat, un vétéran du Vietnam, justement, que j'avais rencontré, que j'avais été rencontré chez lui, qui figurait sur une des photos très célèbres de cette guerre qui avait été faite par Larry Burroughs, qui est un des grands photographes de Life Magazine à l'époque, et où on voit ce vétéran, enfin, il était gunnery sergeant des Marines, et il a une blessure à la tête, et il s'avance vers un soldat qui est dans la boue. C'est l'épisode de la côte 880. La colline, oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Et en fait, il est gunnery sergeant, donc il est un peu plus vieux. Il m'explique qu'il est un peu plus vieux que les soldats qu'il considère comme ses enfants, et qu'à cause de sa blessure à la tête, qui est très visible sur la photo, eh bien, on l'a retiré du champ de bataille, et que plus que la blessure où il avait un shrapnel, d'ailleurs qu'il avait gardé, conservé, une fois qu'il est sorti. Il me dit, j'ai eu ça 20 ans dans la tête. C'est le sentiment de culpabilité d'avoir laissé ces hommes qu'il considérait comme ses enfants. Alors, le sentiment de culpabilité, je vais prendre un petit peu de temps, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'un soldat? La force psychique qui fait qu'il va tenir, c'est les camarades. Et vous savez, il y a cette très belle phrase d'André Malraux qui
bien qu'il soit écrivain, a fait la guerre d'Espagne dans son escadrille, a fait une partie de la libération d'Alsace et l'entrée dans Strasbourg avec ses chars. Donc il est autorisé à parler des combats quand même. Et Malraux dit, alors vous savez que Malraux à la fin de sa vie il fait un très grave accident de santé, il est hospitalisé, et il écrit un livre qui s'appelle Lazare. Et c'est assez étonnant parce que alors qu'il est âgé et qu'il a fait son grave accident de santé, il est à nouveau envahi par ses souvenirs de guerre. PTSD, là encore on voit. Et il a cette très belle phrase, Malraux, « Je cherche cette région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. » Et donc finalement, qu'est-ce qui aide le soldat à tenir? Et qu'est-ce qui aide le vétéran à tenir? La camaraderie et ce qui reste de la camaraderie. D'où l'importance pour le vétéran des commémorations, c'est-à-dire des rassemblements. On peut se retrouver ensemble. Et je peux vous dire quelque chose, rien n'est pire pour un vétéran qui vieillit. Alors il a de la chance, il vieillit, mais il voit un à un ses camarades mourir avec la hantise un jour d'être seul, avec ses souvenirs. Ah, c'est toute l'histoire de la chanson Waltzing Matilda, qui est l'hymne clandestin des Australiens, qui raconte l'histoire d'un survivant de Gallipoli, qui revient sans ses jambes, et qui, au fur et à mesure des années, se retrouve tout seul à la commémoration. Oui, alors... Là, je parle du PTSD. Ouais. On n'est pas dans les guerres, mais j'avais été très marqué par une petite remarque. Vous savez, il y avait un dialogue entre deux survivants de la Shoah. Et il y en avait un qui dit « Imagine que je sois le dernier. » Et l'autre répond tout de suite, mais sans réfléchir, « Je me suicide. » Et vous voyez, c'est Primo Levi aussi. Parce qu'on va en reparler peut-être, hein, c'est le suicide chez les vétérans. C'était ma question. Mais donc la culpabilité. Et donc la culpabilité, c'est le sentiment d'avoir failli à une exigence de rester avec ses camarades, parce que le premier devoir du militaire, c'est de protéger son collègue, son camarade. La doctrine américaine, c'est le buddy. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils se préparent à deux, on veille à ce qu'ils soient toujours le plus longtemps possible à deux quand ils sont projetés sur le théâtre d'opération, et quand ils reviennent, on demande à l'autre de se surveiller mutuellement. Ils doivent se téléphoner toutes les semaines. Téléphoner aux épouses. Est-ce qu'il y a des épisodes d'alcoolisation? Est-ce qu'il y a des insomnies? Est-ce qu'il commence à déconner avec son arme? Et auquel cas, si on sent, si le buddy, le camarade, voit que l'autre est en difficulté, il va le chercher et il l'amène au psychologue ou au psychiatre du centre de soins de référence. Donc la culpabilité, c'est vis-à-vis de ses camarades. Il y a aussi la culpabilité, peut-être de ne pas avoir su protéger celui qui est mort. Voilà. Et là, est en difficulté, je considère qu'il faut être très très attentif à celui qui a perdu son camarade au combat. Très très attentif. Et puis après, il y a tout le sentiment qu'on lui renvoie. Enfin, moi, les premiers hommes que j'ai reçus quand j'étais jeune psychiatre, c'était des vétérans de la guerre d'Algérie, d'Indochine. Donc la culpabilité d'une guerre perdue, la culpabilité de tout ce qu'on reproche aujourd'hui, le drame il y a encore des vétérans des guerres d'Algérie aujourd'hui. Moi, j'ai récemment relu, parce qu'on m'a demandé de faire la préface, les mémoires d'un médecin qui raconte, très jeune médecin, il est projeté en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'aide à la population. Tous les jours, il allait sauver des vies d'enfants, de femmes. Il faisait de la santé publique. Et il dit aujourd'hui, personne ne parle de notre œuvre de bien qu'on a fait en Algérie. Et donc, on ne veut plus... C'est une guerre dont on n'a pas réglé l'histoire de tout ça, malgré tous les efforts qui sont faits. Et c'est la culpabilité, ou en tous les cas, ce qu'on lui renvoie de culpabilité, d'avoir été dans une mauvaise guerre, si je puis dire.